Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des débats citoyens de l'Occitanie en commun, numéro consacré aujourd'hui au transport, un thème central et transversal puisque quand on parle de mobilité, on parle aussi d'écologie, de pouvoir d'achat, de justice sociale ou encore d'accès à l'emploi et aux services. Alors pour évoquer tout ça, à côté de moi se trouve Jean-Luc Gibelin, bonjour. Bonjour. Vice-président de la région Occitanie en charge des mobilités et des infrastructures transport. Bienvenue. Tout à fait. Et puis nos invités aujourd'hui en visioconférence, Anne-Marie Scora, bonjour, vous êtes présidente de l'association des usagers SNCF du Gard. Bienvenue à vous. Denis Briscadieu, fondateur et président du groupe Cycle Lab ainsi que de l'association Vélo Vallée basée à l'île Jourdain dans le Gers. Bonjour et bienvenue. Et puis pour parler de la question des transports routiers, Elsa Faure, directrice opérationnelle chez Carrefour à Nîmes. Bonjour également et merci d'être avec nous. Alors pour entrer dans le vif du sujet, Jean-Luc Gibelin, un rappel déjà, les mobilités, c'est l'une des grandes compétences de la région. Oui, c'est une compétence qui est d'abord et avant tout liée à une liberté, parce que pouvoir être en mobilité, pouvoir se déplacer, pouvoir ne pas être assigné à résidence, c'est évidemment une liberté très importante et c'est un des points importants de la politique régionale, c'est j'ai envie de le dire, le budget le plus important de la région. Disons-le. Je disais en introduction que c'est un thème transversal qui touchait à beaucoup de sujets. Vous confirmez, c'est un sujet transversal qui constitue sans doute l'une des grandes problématiques aussi de demain ? Oui, je pense que c'est vraiment une attente très forte. C'est la possibilité d'abord et avant tout de se déplacer, de pouvoir aller là où l'on veut. Et c'est en même temps un besoin parce que quand on ne peut pas se déplacer, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en difficulté. Et donc, c'est très, très important de répondre à ces attentes de la population. Alors, quand on parle de transport, on pense forcément au train, mais on va le voir, il n'y a pas que ça. Le train, justement, c'est un sujet sur lequel vous êtes engagé depuis des années, Anne-Marie Scora. On l'a dit, vous êtes la présidente de l'association des usagers SNCF du Gard. Déjà, comment jugez-vous l'offre de transport ferroviaire en général ? Oui, bonjour. Excusez-moi, je réponds parce que j'ai à peu près compris la question, mais mon réseau est très mauvais. L'offre de transport aujourd'hui, elle est en continuelle évolution et amélioration. C'est certain depuis plusieurs années. Voilà, il y a encore des choses à améliorer, mais on est sur une lancée positive qui permet à de plus en plus de personnes de se déplacer dans de bonnes conditions. Et ça n'a pas fait le choix du transport en commun de le penser et de l'envisager. On parle souvent des petites lignes, c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous militez depuis longtemps pour la réouverture de la ligne Alès-Bessèges. Sur cette question en particulier, on en est où ? Alors aujourd'hui, on est dans une phase positive également, puisque la rénovation de la ligne est lancée. Elle est actée. Elle a en effet nécessité de nombreuses discussions, de nombreuses années d'attente. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des personnes, que ce soit à la fois les élus, les décideurs, mais aussi la population, tout le monde attend la rénovation de cette ligne-là et est en attente aussi d'un transport en commun performant. Donc la ligne Alès-Bessèges fait partie des attentes de la population. La problématique des petites lignes, alors celle d'Alès-Bessèges évidemment, mais pas que, ça pose aussi la question de la rentabilité de ces lignes. Alors est-ce qu'on doit raisonner uniquement en ces termes-là ? Autrement dit, n'est-ce pas à proprement parler le sens du service public de maintenir ouvertes ces lignes ? Oui, bien sûr, c'est le sens du service public. C'est assez abominable de dire à des gens que là où ils habitent, leur transport n'est pas rentable. Enfin, je ne vois pas comment on peut envisager de poser la question dans ces termes-là. La mobilité, elle doit être accessible à tous, à toute personne, enfin de tout âge. Et la rentabilité, bien sûr, il ne faut pas peut-être dépenser à perte si on veut ou de manière disproportionnée, mais le transport c'est un élément primordial pour les personnes,
pour pouvoir travailler, pour pouvoir étudier, pour pouvoir se déplacer, pour être autonome et vraiment complètement autonome. Dépendre d'une autre personne ou ne pas avoir les moyens de se déplacer, c'est quand même très pénalisant. Dernière question, Anne-Marie Scora, sur ce sujet. Comment vous voyez le transport ferroviaire demain? Ce sera quoi? Un train plus propre, plus sûr, plus rapide, peut-être moins cher aussi? Alors, peut-être demain, surtout le train, bon, peut-être oui, plus propre parce qu'il s'améliore au fur et à mesure, mais il est déjà très écologique. Hein. Si tout le monde voulait bien le prendre, on serait vraiment dans une belle phase écologique. Par contre, demain, le transport en commun, le transport ferroviaire sera la structure sur laquelle toutes les mobilités vont se greffer. Donc, la colonne vertébrale de déplacement, d'intermodalité avec le vélo, avec les rabattements en bus. Voilà, c'est la mobilité de demain, c'est quelque chose qui est souple, facile et très accessible. Jean-Luc Gibelin, sur cette question de la défense des petites lignes, la région en a fait l'un de ses grands combats? Alors d'abord, la région a considéré depuis le début qu'il n'y avait pas de petites lignes, parce qu'il n'y a pas de petites gens. Il n'y a pas de territoire qui n'aurait pas le droit à cette liberté de la mobilité. Alors oui, nous sommes pour les lignes de desserte fine du territoire, et oui, nous nous sommes engagés avec Carole Delga pour qu'il y ait cette mobilisation vis-à-vis de ces lignes. Nous avons, dès 2016, fixé la priorité de 6 lignes, donc 4 à réouvrir, qui étaient en cours de fermeture ou fermées par la SNCF, de remettre des voyageurs sur la rive droite du Rhône, de consolider le train jaune, et donc de réouvrir Rodez-Sévrac, Alès-Bessèges, Montréjol-Luchon et Limoux-Quillan. C'est un acte fort parce que nous sommes la seule région à nous être engagés dans la réouverture dans cette dimension-là, tout en maintenant la mobilisation pour l'ensemble des autres lignes. Vous savez, à l'échelle de la région, ce sont près de 1600 kilomètres sur les 2400 km de voies ferrées qui sont des lignes de desserte fine du territoire. Donc, c'est une très grande majorité des gares qui sont desservies par des lignes de desserte fine. Le train, c'est aussi la LGV, la ligne à grande vitesse. La semaine dernière, l'État a fait des annonces, notamment sur Toulouse-Bordeaux et Montpellier-Perpignan. J'imagine que c'est une grande victoire. Bien sûr, c'est une grande victoire, mais c'est une victoire de l'égalité des territoires. Il était absolument anormal et injuste que le projet de Marseille à Nice, qui est pas du tout avancé, puisse bénéficier de 40% de financement de l'État, alors que le projet de Bordeaux-Toulouse ou de Montpellier-Béziers étaient, eux, bien plus avancés et pour lesquels nous attendions ce geste de l'État. C'est enfin annoncé. Cela va permettre de réelles avancées dans les tout prochains mois sur ces différents projets. Rapidement, pour terminer sur le train, actuellement, plus de 60 000 personnes prennent le train quotidiennement en Occitanie. Je crois que vous avez l'objectif de faire monter ce chiffre à 100 000. Ça passe par quoi? C'est une politique volontariste, un changement de mentalité peut-être des usagers? Un changement de mentalité sans doute, mais vous savez, aujourd'hui, près de 60% de la population vit à moins de 5 km d'une gare. Donc, le passage au train, le passage aux 100 000 voyageurs, c'est quelque chose de tout à fait atteignable. Globalement, si 1% de celles et de ceux qui vivent à 5 km d'une gare font le choix de prendre le train, les 100 000 voyageurs, ils sont atteignables. Donc, c'est un engagement qui est tout à fait tenable. C'est une feuille de route qui est fixée pour les toutes prochaines années. Les mobilités, c'est aussi le vélo. Denis Briscadieu, vous êtes à l'origine de Vélo Vallée, le premier cluster vélo d'Occitanie. Déjà, est-ce que vous pouvez préciser à tout le monde ce qu'est qu'un cluster vélo? Alors, c'est peut-être pas évident pour tous. Et puis nous dire brièvement les origines et les objectifs de ce projet. Bonjour à tous. Oui, le cluster Vélo Vallée a été créé en 2018 après 3 années d'études auprès de tous les opérateurs du monde du vélo occitan. Nous avons décidé de rassembler les différents métiers, que ce soit de l'industrie, de la distribution, les métiers de service, les métiers du digital, du tourisme et du sport, autour d'une association basée ici à l'île Jourdain, qui regroupe une quarantaine d'opérateurs occitans aujourd'hui, tous liés à la mobilité ou au sport dans le monde du vélo.
Donc avec 3 objectifs. Le premier étant de mutualiser et de développer les entreprises adhérentes au cluster, de les faire reconnaître, de les présenter au national et à l'international, de réfléchir ensemble sur des projets communs. Le deuxième objectif étant de faire de l'Occitanie une attraction importante pour tous les cyclistes du monde entier, au travers des territoires que nous avons, le littoral méditerranéen, les Cévennes, bien sûr les Pyrénées et tous les cols intéressants pour les coureurs cyclistes route, mais aussi les grandes métropoles, la découverte des métropoles à vélo et bien sûr Gascogne, sud du Périgord, etc. Et le troisième élément important, c'est de concevoir des métiers futurs autour de l'écosystème vélo. Et nous avons donc depuis 2 ans énormément travaillé pour mettre en place un projet sur 5 actions que sont la formation des métiers au monde du vélo, l'innovation, avec bien entendu toute la technologie et l'expertise du monde aéronautique qui pourrait servir les causes de l'industrie du vélo, l'industrialisation avec un projet d'unité d'assemblage de vélos ici à l'Ouest toulousain. Ensuite, toute la pratique pour continuer sur le plan vélo initié par le gouvernement en 2018, du savoir rouler pour les enfants et de la remise en selle pour les adultes, et permettre aux gens de faire un domicile-travail quotidien à vélo, donc une pratique sur tous les niveaux, que ce soit du débutant au sportif confirmé. Et en fait, au final, le recyclage, puisque la loi AGEC arrive le 1er janvier 2022 et demandera à tout metteur sur le marché de s'occuper de la fin de vie du produit. Vous parliez de l'emploi, justement, le vélo peut être un moteur sur le front de l'emploi, sans mauvais jeu de mots. Oui, en fait, le vélo connaît un développement hors du commun depuis la fin du Covid, la première période du confinement, 2020, c'est-à-dire depuis le 11 mai 2020, le vélo a connu une véritable révolution sur le territoire national. D'une part parce que les élus ont saisi l'opportunité de développer des pistes cyclables dans les métropoles et même dans les plus petites villes, mais aussi les citoyens qui ont décidé de ne plus utiliser le transport en commun comme ils le faisaient précédemment pour utiliser cet outil de mobilité léger, rapide, facile à pratiquer qu'est le vélo. Donc il y a une attractivité très importante sur la consommation et les métiers du vélo et la formation sur ces nouveaux métiers en est un exemple probant. Nous tournions avec l'école Sud de vélo ici au centre de formation de l'île Jourdain aux alentours de 100 élèves par an, 100 stagiaires de 18 à 55 ans, et aujourd'hui nous avons triplé la demande. Donc nous avons ouvert 2 centres de formation de plus, un deuxième campus à l'île Jourdain et un autre à Orléans, pour satisfaire les besoins de toutes ces personnes qui souhaitent travailler dans les métiers du vélo en tant que technicien, vendeur, responsable de magasin, préparateur de commandes, assembleur, etc. Et est-ce que cette marche en avant, si on se projette un peu est-ce que cette marche en avant du vélo va se poursuivre selon vous ? Eh bien, on l'espère. Cette surconsommation depuis 1 an nous permet de revenir proche des marchés germaniques, bataves ou scandinaves, parce que nous étions très en retard. Donc, nous ne faisons que rattraper un retard de nombre de vélos vendus par habitant sur le territoire. Il s'est vendu 2 800 000 vélos en 2020 en France, dont 514 000 vélos électriques, avec un taux de progression très important, proche de 40% en consommation de vélos électriques. Donc, nous revenons sur les marchés de nos pays limitrophes et j'espère que la consommation va continuer. Elle est aujourd'hui à un niveau que le marché n'a jamais connu depuis un siècle, hein, c'est très clair. Les congés de 1936, le vélo loisir des années 80, l'arrivée du VTT en 90 sont sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Et normalement, d'après les statistiques que nous menons avec la Chambre syndicale, nous devrions vendre 1 million de vélos électriques entre 2025 et 2030.
ce qui C'est un vrai représenterait marché. pratiquement 35% du marché. Ouais. Effectivement. Jean-Luc Gibelin, l'usage du vélo connaît un vrai essor, un vrai engouement en ce moment, en ville, mais pas uniquement, on l'a entendu. Est-ce que c'est quelque chose que vous accompagnez à la région? Oui, la région a fait un premier plan vélo. Il y a une filière qui se construit. C'est important. C'est important de noter ce cluster qui est une première en France. Il y en a 3 en Europe. Nous en avons un en France. Il est en Occitanie. C'est l'engagement de l'ensemble des mobilités et en particulier des mobilités douces. Les transports, c'est aussi sur la route. Elsa Faure, vous travaillez dans une entreprise de transport routier. Déjà, vous pouvez nous dire simplement qui vous transportez? Alors bonjour à tous. En usager finalement sur l'autocar interurbain, principalement des gens qui travaillent, qui font le trajet domicile-travail sur nos lignes régulières. Il y a aussi des déplacements scolaires. On a à peu près près de 17 000 inscrits sur les transports scolaires sur le département du Gard. Et aussi, bien évidemment, tout ce qui est transport ludique et touristique. Les transports routiers ont connu une petite révolution ces dernières années. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que ça s'est fait au profit des usagers? Je pense que la première révolution, elle a été vraiment sur le trajet à 1,50 €. Ça a permis vraiment d'uniformiser et vraiment de favoriser les voyageurs. Et puis, il y a encore pour moi, il y a encore plein de révolutions à venir sur la numérisation des transports, la numération des titres. Il ne faut pas oublier que la région Occitanie a mis en place une application LIO pour pouvoir acheter des titres, pouvoir calculer un trajet. Voilà, Il y a plein de progrès qui sont faits dans ce domaine. Est-ce que vous diriez que le transport routier est complémentaire des autres modes de transport, qu'il ne faut pas les opposer finalement? Complètement. C'est vraiment ce que vous démontrez, je pense, aujourd'hui en nous réunissant, nous, 3 acteurs finalement de la route. C'est vraiment de mutualiser à l'aide de pôles d'échange multimodaux, de mélanger des transports routiers, du transport doux. Voilà, c'est vraiment des offres complémentaires qui viennent enrichir la mobilité pour tous les citoyens. Dernière chose sur la question écologique. On a fait de gros progrès également sur le transport routier. Je pense à l'hydrogène notamment. Alors l'hydrogène, oui, ça reste quelque chose qui est très en vue. Nous, aujourd'hui, on est très ouverts à mettre en place des nouvelles technologies, tout en sachant que quand même aujourd'hui, on a un parc qui est très très récent sur le Gard, avec une des dernières technologies thermiques qui est l'Euro 6, avec des émissions de CO2 et des engagements vraiment prononcés, vraiment engagés avec les transporteurs. Bien entendu, on est très, très ouvert à l'hydrogène. Jean-Luc Gibelin, on a vu 3 modes de transport. La région soutient aussi le transport routier, on le sait. On n'a pas évoqué tous les modes de transport. Un mot quand même sur l'avion. C'est important dans notre région et notamment sur l'avion vert. Alors, l'avion, c'est 10 plateformes aéroportuaires sur la région, donc bien évidemment qu'il y a un intérêt très fort. L'avion vert, Carole Delga a eu l'occasion d'aller soutenir l'entreprise qui sera très probablement celle qui va inventer l'avion vert de moyenne capacité, le 19 à 20 places, qui aura une vocation d'avion régional. C'est une complémentarité sur l'ensemble de la palette des mobilités et bien évidemment, il est important d'être à ce rendez-vous-là aussi. Dernière question, brièvement, comment on fait pour que chaque habitant d'Occitanie trouve le mode de transport qui lui convient? Eh bien, il télécharge l'appli LIO et il a avec les réponses parce que c'est évidemment beaucoup plus que du transport qu'il y a en commun avec l'appli LIO. Merci beaucoup Jean-Luc Gibelin d'avoir été avec nous. Merci également à nos 3 invités d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet qui concerne tout le monde. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro des débats citoyens de l'Occitanie en commun. Il sera question d'identité. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente soirée.